Bonjour Papa Gabi, bonjour à tout le monde. Bonjour Manadine, bonjour tout le monde, bienvenue. Merci beaucoup. Hmm. Quel temps il fait au Texas? Il fait très chaud, Ah, ça, il fait chaud. Il fait chaud. Il fait vraiment chaud. mais il ne pleut pas. Non, sauf, ah, non, mais on a une pluie là, je crois, c'était là, ça. Out of nowhere, on avait une pluie là, avec des pierres, avec des haches, des pierres comme ça, des grosses pierres comme ça Wow. donne. Yes. C'était Ah. juste une partie de Texas. C'était juste une partie. Moi, j'étais vers, je crois, Bedford là. Et la Mhm. pluie était abondante, mais that's it. Yeah, so far, c'est le soleil. Yes. Wow. Mhm. Euh, les autres, on a eu quelques pluies, les chaleurs jusqu'à 80 aussi. Ah, Euh, Jusqu'à 80, mais non, sinon c'est bien. ok. Ah. Quand on sort du fond, on apprécie un peu la chaleur, quoi. That's right. Hmm. Ok. Ben, on va attendre que les amis se connectent pour commencer. Ok. On va faire un sujet qui est déjà un peu ordinaire. Bon, ça peut aider les gens à se rappeler certaines choses sur les 401(k), les investissements. Mhm. OK. Est-ce que je vais... Et ça fait 9h04 ici dans le Minnesota. On va donner encore un peu, peut-être 3-4 more minutes. Comme ça, on peut commencer la session du jour. Parce que ma lumière n'est pas bonne. Ah, plus de lumière. Donc, nous allons parler d'un sujet qui est commun, le 401(k), mais je vais mettre ça dans une plus grande perspective d'investissement. Ça, on peut se rappeler les notions ordinaires sur l'argent, la gestion de l'argent. Il est 9h05. OK. Je pense qu'on va commencer dans 1 ou 2 minutes. S'il y a encore plus de gens qui vont se connecter, patienter 1 ou 2 minutes. Comme ça, on peut commencer. Le 401(k), c'est un sujet qui est ordinaire. C'est une forme d'investissement que vous connaissez sans doute, mais c'est toujours bien qu'on discute. Comme ça, on a des solutions concrètes où on peut s'entraider pour pouvoir avancer. Donc, on va attendre encore 2 minutes pour commencer avec la motivation du jour.
et puis discuter les sujets du jour. Euh, Ça, on peut répondre aux questions. C'est une conversation, partage d'expérience entre ceux qui savent déjà bien gérer leurs investissements, 401k, IRA compris, et ceux qui essayent encore. Comme ça, on peut partager les informations que nous avons. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite la bienvenue à la réunion de ce samedi. C'est les vacances ici dans le Minnesota, donc les gens sont en train de bouger, se déplacer, profiter du beau temps. J'espère que pour la plupart des parents, des enfants ont commencé les vacances, ce qui est toujours bien et pas bien. Maintenant, on doit trouver quoi faire avec eux quand ils sont à la maison. Ah, donc, bienvenue à vous tous. On va commencer, il est 9h07, pour qu'on ait assez de temps de discuter les sujets du jour. Je vais commencer avec une petite motivation. Vous savez, la motivation, c'est pour nous recadrer. De temps en temps, la vie nous envoie parfois dans des situations qu'on ne veut pas, qu'on n'a pas prévues. Et il faut toujours retrouver la force et l'énergie de revenir sur ses objectifs. Dès le début de ces réunions, on s'était toujours dit, voilà, on va faire de grands efforts pour pouvoir transformer le futur, pour pouvoir changer un peu la façon que nous vivons. Il y a 2 semaines, j'ai visité des amis dans le Iowa et la chanson est toujours la même. Quand on parle, les gens disent, mais c'est pas vraiment la vie que nous voulons. Ce n'est pas pour ça qu'on a sign up, comme on dit. En venant aux États-Unis, on avait sign up pour quelque chose d'autre, pour pouvoir faire de grandes choses. Euh, alors, entre les désespoirs, pour dire, voilà, peut-être que ce n'est pas ça, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut continuer, et ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont trouvé leur chemin, ceux qui ont eu beaucoup d'handicaps sur leur chemin, euh, beaucoup de choses arrivent qui n'étaient pas prévues. Et la fois passée, on se disait, quel que soit ce qui arrive, ne laissez pas tomber vos objectifs. Donc, les plus grands d'entre nous, ce sont non pas ceux qui sont restés les mêmes, mais plutôt ceux qui, quand ils sont tombés, ils ont pu se relever et continuer. Ce sont ceux qui ont trouvé toujours des raisons de continuer malgré les échecs, malgré les difficultés. C'est surtout ceux qui ne se mettent pas à chercher à changer le passé parce que, vous le savez, on ne change pas le passé. La seule chose qu'on peut changer, c'est l'avenir. Si la vie a été difficile les années passées, ça ne veut pas dire nécessairement que la vie sera difficile les années qui viennent. À moins que vous dites, je ne fais rien, je garde les choses telles qu'elles sont. Nous avons tous le pouvoir de changer l'avenir, de changer la vie, de vivre différent. Si vous considérez votre situation comme finale, alors ça, c'est dommage. Ça, tout ça, c'est quelles que soient vos capacités, quelles que soient les études que vous avez faites, le travail que vous faites, les circonstances dans lesquelles vous êtes, rien ne doit nous arrêter de pouvoir continuer à chercher. Même à la dernière minute, on va réussir. Même à la dernière minute. On peut abandonner tout sauf l'espoir que même à la dernière minute, c'est possible de changer tout. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 stratégies. 3 stratégies qui peuvent aider vous aider, comme ça m'aide aussi, comme ça aide beaucoup d'autres personnes qui, chaque jour, ils luttent, ils cherchent. Vous savez que pour pouvoir changer votre avenir, vous devez changer ce que vous dites de vous-même. Comme on dit en anglais, the story of yourself. Si quelqu'un se réveille chaque matin et se dit, ah, moi, je suis un pauvre, ah, moi, je suis un immigrant, moi, je suis ceci. Cette histoire aussi va impacter sur comment est-ce que vous voulez changer votre avenir. Comment est-ce que vous voulez faire, vous voulez continuer dans le futur. Trouvez une histoire qui vous permet de pouvoir design un autre avenir, design le futur. Quelle est l'histoire que vous racontez de vous-même? Bon. Ça va changer aussi la façon que vous pensez, le mindset. Ça va changer aussi les objectifs que vous définissez. Parce que si vous dites, voilà, moi je suis un pauvre, moi je suis seulement un immigrant, je suis seulement quelqu'un qui ne connaît pas l'anglais, je suis seulement... Donc tout est petit, minime.
il n'y a pas moyen que vous puissiez définir des grands objectifs. Donc, quel que soit l'âge, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation financière, économique, racontez-vous une autre histoire pour dire, voilà, je suis là pour faire des grandes choses. Et les grandes choses ont besoin d'un grand mindset. Tu peux pas avoir quelqu'un qui a un grand objectif, un grand projet, mais le mindset d'un enfant de 5 ans. Même un enfant de 5 ans a même beaucoup de projets, beaucoup de rêves et tout ça. Donc, la première stratégie, c'est pouvoir reconfigurer l'histoire, pouvoir reconfigurer votre identité, pouvoir reconfigurer ce que vous dites de vous-même chaque jour. Comme ça peut vous aider à pouvoir projeter, non, un futur, dire voilà, maintenant je suis là où je suis, mais j'aimerais changer, mais vous ne changez pas toujours comme la même personne. Vous devez changer l'histoire, vous devez changer ce que vous racontez pour vous-même en définissant le goal, les objectifs qui peuvent être personnels. Il y a quelqu'un qui dit voilà, dans 2 ans, j'aimerais acheter une maison. Dans 3 ans, j'aimerais envoyer mes enfants dans une école privée. Dans 5 ans, pour pouvoir réaliser tous ces objectifs, vous devez être une personne différente. Et ça commence par comment est-ce que vous vous voyez, comment est-ce que vous définissez. Je vous ai toujours raconté l'histoire du miroir. Si vous êtes devant un miroir, quelle est l'histoire que vous racontez sur vous-même, n'est-ce pas? Donc, comment est-ce que vous vous voyez dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? Donc, c'est cette histoire-là cette stratégie-là, chaque jour, comment vous définissez ça? Cette stratégie est importante. La semaine dernière, je suis allé aider quelqu'un qui a beaucoup de problèmes de mental health et tout ça. Une fille de 31 ans qui est complètement paumée et tout ça. Et une des difficultés que ces gens ont, c'est de ne plus se redéfinir eux-mêmes. Tu vois, tellement elle est dans la rue, elle a vécu beaucoup de mauvaises histoires dans le passé, et puis de rester toujours collé au passé. Ah, mais moi j'étais ceci, moi j'étais cela. Si tu ne définis que le passé, tu peux pas changer le passé, c'est l'avenir qu'on change. Donc redéfinir un peu ce qu'on doit devenir. La deuxième stratégie dans la transformation du futur, c'est quels sont les chiffres en termes d'argent que si vous dites, vous avez ces chiffres-là, ça change votre vie. C'est vrai que nous voulons changer le futur, mais on ne sait même pas combien d'argent on veut gagner pour pouvoir dire, voilà, c'est ça les chiffres. Ces chiffres doivent être clairement définis. Ce n'est pas toujours en termes de combien d'argent vous voulez gagner, mais plutôt combien d'argent va vous donner la liberté, le temps, n'est-ce pas, de pouvoir faire les choses que vous voulez. C'est ça la difficulté. Quelqu'un peut avoir dit, voilà, moi j'aimerais gagner 100 000 $ et qui sait que par rapport à ses besoins et tout ça, avec 100 000, il aura le temps de pouvoir être avec famille, le temps de faire les choses qu'il aime et tout ça. Quelqu'un d'autre dit, bon, moi 100 000, c'est pas suffisant, j'aimerais avoir 200 000. Mais la stratégie est celle-ci. Vous devez avoir votre chiffre qui vous donnera ce temps-là. Combien d'argent vous voulez effectivement gagner? Faut pas seulement penser, ah, mais je veux devenir riche, je vais avoir de l'argent, mais combien? Et n'ayez pas peur de définir un grand nombre. N'ayez pas peur d'inscrire, voilà, je veux gagner autant. Et on dit toujours multiplier ces chiffres-là par 3, par 4, par 5, parce qu'il y aura des difficultés, il y aura des échecs. Ayez un chiffre qui est grand, un chiffre qui reflète ce que vous voulez être. N'ayez pas peur, il n'y a personne qui vous interdit de vous réveiller et dire, voilà, j'aimerais gagner 1 million de dollars. Ça, c'est le plus simple qu'on peut faire. Évidemment, la deuxième étape, c'est comment vous allez arriver là. Quelle est la stratégie pour ça? Donc, voilà les 3 stratégies pour pouvoir changer notre futur. C'est un peu changer la façon qu'on se voit soi-même. Avoir des chiffres clairs pour dire, voilà, j'aimerais dans une année gagner autant d'argent. J'aimerais dans 2 ans gagner autant d'argent. Pas simplement, j'ai fait un business, tu ne sais pas combien tu veux gagner dans ce business-là. Ah non, mais j'ai fait des activités, j'ai fait des échanges, mais combien effectivement tu veux gagner? Ah, mais j'envoie des choses en Afrique, on vend, je gagne l'argent. Combien tu as gagné? Ces chiffres-là doivent être clairs. Et puis une troisième stratégie, c'est toujours aussi avoir une contribution sociale. Il y a beaucoup de gens qui font du volontariat. Donc, tout ne doit pas aussi être toujours l'argent. Pour les chrétiens, les gens qui croient en Dieu, bon, s'il y a une façon que Dieu peut aider les autres personnes, c'est à travers vous, c'est à travers d'autres personnes. Si vous ne faites aussi rien gratuitement dans la société, vous contribuez à quelque chose, vous accueillez un ami chez vous. Donc, c'est les 3 choses qui doivent être là. Chaque jour, vous revisitez ces choses-là. Vous revisitez ces stratégies-là. Chaque jour, vous réveillez, vous dites, voilà, moi, je suis un homme créé pour être grand. Quels sont mes objectifs? Il faut jamais vous définir petit, alors vous serez petit. Donc, continuons à transformer le futur.
pas à se plaindre sur le passé. Le passé est déjà passé, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, vous ne pouvez pas les changer. Il y a toujours des gens qui sont là en train de parler du passé, mais voilà, j'étais ceci, voilà ce qui m'est arrivé. Oui, tout ça s'est arrivé. Il y a moyen de retravailler sur tout ça. Mais la seule chose que vous pouvez changer, c'est l'avenir. Vous ne voulez pas aller dans votre avenir comme une personne du passé, n'est-ce pas? Et cet avenir-là doit être bien objectivé, en chiffres s'il le faut. Il n'y a pas de personnes heureuses qui sont très pauvres, qui n'ont pas d'argent et qui sont heureuses. C'est difficile. Être heureux sans argent, c'est très difficile. Combien vous devez avoir d'ici une année, d'ici 2 ans, pour pouvoir changer votre futur? Et enfin, vous pouvez travailler sur les stratégies pour le faire. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui avec un sujet très simple. Et c'est une répétition parce qu'on veut qu'on maîtrise ces choses. Les 401k, les 401k, c'est beaucoup d'entre nous ont un 401k à leur travail comme un système d'investissement. Je vais partager mon écran, comme ça on passe au sujet du jour. C'est une conversation, des notions simples sur les 401k. Et tonton Eddie est dans la réunion, donc il pourra intervenir anytime. Comme ça, je n'ai pas fait un PowerPoint qui est powerful parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes sur le téléphone anyway. OK, ici. Bon, une des raisons que j'ai choisi de commencer le mois d'investissement et business avec le 401k, c'est que il y a quelque temps, une dame qui vit dans le Missouri a retiré tout son 401k pour investir dans euh, une stratégie de business qui est là, pratiquement 12 000 dollars. Bon, et puis elle a perdu ça pendant qu'il n'avait pas du travail. Ou bien que les gens pensent que le 401k, c'est euh, un peu comme un compte d'épargne à côté. Donc, c'est ça que je vais expliquer. Mais avant de commencer, il y a 3 choses que j'aimerais qu'on maîtrise bien sur l'argent. Comme ça, quand on discute pendant tous ces mois, vous allez avoir une bonne fondation avec votre argent. Quand vous travaillez, vous gagnez de l'argent. Une chose qu'il faut toujours avoir, c'est toujours un petit budget. Je pense que c'est tonton Eddy qui partageait ici. Moi, j'appelle ça, il faut connaître ces chiffres. Il faut connaître ces chiffres, c'est la première chose. Pour beaucoup d'entre nous, on ne sait pas exactement combien nous gagnons et exactement combien nous dépensons. Ça, c'est la première chose très simple. Vous ne devez pas avoir vraiment des chiffres parce que les dépenses et les revenus sont aussi liés un peu à la vie. Parfois, les choses arrivent et tout ça. Mais au moins, avoir une idée, par exemple, que bon, dans ma famille, mon épouse et moi, mon conjoint et moi, mon boyfriend et moi, si vous mettez votre argent ensemble, quelle que soit votre situation, combien est-ce que vous ramenez dedans? Hein? Si vous êtes seul, combien est-ce que je ramène chaque mois? Si vous êtes seul, même, c'est plus facile de faire la conversation parce que en couple, ça peut être très difficile. Ça, c'est si vous mettez votre argent ensemble. Si vous ne mettez pas l'argent ensemble, que vous êtes deux, vous voyez déjà la difficulté. Donc, vous dépensez ensemble, mais vous ne savez pas combien chacun d'entre vous ramène. Si vous êtes seul, c'est très facile. Combien je ramène, combien je dépense. Ça, c'est la première étape, pas seulement pour nous, parce qu'on ne gagne pas beaucoup, pour tout le monde. Pour tous ceux qui ont de l'argent, c'est connaître ces chiffres, très bien. Avoir un petit budget. Pourquoi c'est important? C'est important parce que si vous vous rendez compte que l'argent que vous ramenez, les incomes, sont moins que l'argent que vous dépensez, donc, en termes des États-Unis, c'est possible. Si tu es en Afrique, ça, c'est pas possible. En Afrique, automatiquement, la vie nous oblige à vivre sur ce que nous gagnons. Mais ici, je peux gagner 1 000 dollars, mais j'en dépense 2 000. Techniquement, tu sais que tu es en train de créer une dette. Donc, quelque part, il y a l'argent que tu as utilisé d'une carte de crédit qui vient de quelque part pour couvrir des dépenses qui ne sont pas couvertes par les revenus ordinaires. Donc, les incomes ordinaires, l'argent qui vient par le W2, l'argent qui vient par le paycheck plutôt. Donc, ça, c'est la première chose, la première règle pour tout. Si ce que vous gagnez est supérieur à ce que vous dépensez, vous êtes en train de mettre un peu d'argent à côté.
Vous êtes en train d'épargner. Maintenant, ça, c'est une autre question. Comment vous épargnez? Comment vous investissez? La situation idéale est toujours de gagner plus que ce qu'on dépense. Et quand vous faites ces calculs-là pour vous-même, s'il vous plaît, je sais pas, c'est tonton Idi qui disait ça. Nous sommes en charge de plusieurs familles. Ne regardez pas seulement votre famille. Regardez aussi la famille qui est en Afrique, parce que ces dépenses sont réelles. La réalité peut être pénible pour ceux qui sont en couple, s'asseoir avec son conjoint, commencer à dire, mais toi, tu envoies combien à ta famille? Et toi, tu envoies combien? Ça peut être une conversation très difficile. Mais elle vous coûte de l'argent. Donc, c'est question d'avaler son orgueil, s'asseoir, dire effectivement, bon, combien est-ce que nous dépensons pour les familles qui sont en Afrique? Et à défaut, il y avoir aussi un petit budget, dit voilà, pour l'Afrique, on va dépenser autant. Parce que même si vous êtes à mesure de maîtriser les dépenses qui sont ici aux États-Unis, les dépenses de l'Afrique, là, c'est difficile à maîtriser. Ça suit le cours de la vie là-bas. Et vous n'avez rien à faire là-dessus. Donc, première chose, première règle avec l'argent, c'est avoir un budget minimum, c'est que vous dépensez et c'est que vous gagnez. Ça, c'est recommandé que tous on le fasse. Ça ne demande pas beaucoup. Et puis surtout, quand vous faites ce budget-là, ne comptez pas le overtime. Le overtime, c'est pas ordinaire, c'est pas régulier. Parfois, vous avez, parfois, vous n'avez pas. Hein. Deuxième règle avec l'argent, au moins dans l'économie américaine ici, c'est diversifier vos sources de revenus. Quand on dit ça, les gens font quoi? Ils prennent 2 jobs, 3 jobs, trois jobs. C'est bien, mais ça, c'est une même source, n'est-ce pas? Diversifier les sources de revenus, c'est que ayez des revenus qui entrent par le W2, par le travail, le paycheck qu'on vous donne. Ayez des revenus qui entrent par le business. Ayez un business, même si c'est petit. C'est important pour couper les taxes. Et ayez aussi des revenus qui viennent par des investissements, même les plus élémentaires comme les 401k. Parce que par là, vous pouvez commencer facilement. Il ne faut pas être génie pour faire un 401k, pour faire un IRA. Donc, regardez maintenant vos sources de revenus. Cet argent que je reçois, il vient d'où? Si vos sources de revenus sont seulement du travail, je vous assure, vous allez multiplier des jobs, avoir 2 jobs, 3 jobs, vous casser en morceaux. Vous verrez que la situation ne change pas. Mais quand vous diversifiez, vous allez comprendre que ça aide parce que vous allez couper certaines dépenses ou certaines fuites d'argent, comme les taxes et tout ça. Donc, asseyez-vous aussi cette semaine ou la semaine prochaine quand vous avez le temps. Regardez les sources de revenus que vous avez. Si tout vient seulement du travail, alors il est temps de créer un business. Et il y a plein d'idées de business. Certaines idées qu'on a partagées ici, ceux qui font les salons de tresse, ceux qui font la nourriture, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Allez sur YouTube, vous verrez. Il y a des gens qui racontent n'importe quoi sur YouTube et ils trouvent toujours l'audience. Quelqu'un qui vient là, qui ne fait que la blague. La semaine passée, je regardais une grand-mère qui ne vient que danser. Et les gens regardent et lui gagnent de l'argent. Donc, trouvez quelque chose que vous savez faire avec vos mains. Vous avez du talent pour ça. Créez un petit business et laissez le business grandir. Commencez aussi à investir. Commencez à investir. Comme ça, vous avez les 3 sources de revenus qui sont recommandées pour l'économie américaine ces jours-ci. Donc, tu as le travail, W2, tu as un business, 1099, et puis tu as les investissements. Et là, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Et en faisant tout ceci, Tonton Eddy nous a dit la fois passée, la plus grande dépense de tout ménage américain, ou bien beaucoup de ménages ici aux États-Unis, même au Canada, je suppose, ce sont les taxes. Moi, je pensais que c'était le gaz, parce qu'on circule beaucoup. Mais ce sont les taxes. Dès que vous travaillez plus, vous faites le overtime, vous verrez vos taxes vont partir. On vous coupe plus de taxes. Donc, il y en a même qu'on ne contrôle pas. Parce que quand les gens font le overtime, tout ça, ils pensent résoudre un problème financier qui est là. Donc, ils se battent, travaillent 2 fois, 3 fois plus, n'est-ce pas, sans tenir compte de taxes. Donc, comprenez aussi les systèmes de taxes, au moins aux États-Unis. Ça, il faut maîtriser. Il y a 3 façons qu'on nous coupe les taxes. Il y a le income tax. Dès que tu as l'argent qui entre, on te coupe les taxes. Tu ne peux pas continuer à gagner l'argent aux États-Unis sans qu'on te coupe les taxes. Ça vous permet aussi de distinguer les choses qui sont des scams, par exemple. Quelqu'un te dit, voilà, moi j'ai un système là, tu mets $100 dans 2 ans, enfin dans un mois, tu as 2000.
Pose-lui la question, sur les 2000, tu payes combien en taxes? S'il ne paye pas les taxes, aux États-Unis, nous payons les taxes sur tout ce que nous gagnons comme argent. Argent de business, investissement et paycheck. Et maintenant, chaque fois que vous voulez investir, vous commencez un 401k, IRA, quel que soit ce que vous faites avec l'argent, vous devez savoir comment est-ce que les taxes vont fonctionner. Pour ne pas perdre beaucoup en taxes, nous voulons bien payer Uncle Sam avec un peu de taxes, mais pas trop. Il y a les taxes que vous connaissez. Vous savez que c'est 30% de taxes. Donc, allez-y sur les sites de IRS. Ils vont avoir le système de taxes pour 2025. Ça veut dire, si vous gagnez entre 20 000 dollars par année et 40 000 dollars par année, IRS va dire, voilà, vos taxes sont à autant, à 20%, à 30%. Les chiffres, ne me copiez pas. Vous pouvez trouver ces tableaux-là sur les sites de IRS. Comme ça, vous savez, et vous verrez que le plus haut vos revenus montent, le plus haut aussi vos taxes montent. Quand vous gagnez moins, les taxes sont un peu moins élevées, vous montez, les taxes montent. Maintenant, une autre façon que le gouvernement prend les taxes sur nous, ils disent, voilà, vous pouvez mettre l'argent à côté dans des plans d'investissement et tout ça. Quand vous le mettez, je ne vous coupe pas les taxes maintenant. Supposons que vous mettez 100 dollars à côté, je vais laisser ça. Mais quand vos 100 dollars seront devenus 300 et que vous voulez l'utiliser enfin, je vais vous couper les taxes. Ce qu'on appelle les taxes deferred, c'est que les taxes qu'on vous coupe un peu plus tard. Donc, quand vous mettez l'argent dans un compte bloqué, vous mettez l'argent dans les 401k, on est content, j'ai mis l'argent là-bas, j'ai mis l'argent avant les taxes. Oui, mais on va te couper plus tard. C'est que si c'était 30% aujourd'hui, mais plus tard, quand tu veux retirer ton 1000 dollars qui est devenu 5000, tes taxes seront maintenant à 30% à 40%. Donc, s'il vous plaît, si vous allez sur le site de IRS, cherchez le tax bracket pour 2025, vous verrez ça. Ça vous donne l'idée combien on vous coupe en taxes. Et combien on vous coupe en taxes maintenant sur tout ce qui entre. Et puis combien on vous coupe en taxes sur tout ce qui va, que vous allez retirer plus tard. Mais aussi connaître les stratégies sur lesquelles on ne vous coupe pas du tout de taxes. Comme les Roth IRA où on ne vous coupe pas les taxes. Donc, c'est des choses qu'il faut savoir, les Roth 401k où on ne vous coupe pas les taxes. Un principe de base ici est que on ne coupe pas de taxes deux fois sur la même somme. Voilà. Si vous faites un investissement, vous mettez l'argent à côté. Si vous mettez cet argent-là après les taxes, on ne va pas encore vous taxer cet argent-là. IRS, c'est ça. Tout mouvement d'argent dans le système, on connaît. On va vous taxer seulement sur tous les intérêts que vous aurez gagnés. Les systèmes de taxes, ça, il faut maîtriser. Plus grande dépense de ménage. Vous devez aussi maîtriser les systèmes d'intérêt. Comment est-ce que l'argent est accumulé? Comment est-ce qu'on vous ajoute de l'argent? Je suis sûr que vous comprenez les intérêts, c'est quoi? Euh, vous avez vu un peu pendant Covid, depuis les années qui ont suivi après, l'argent avait perdu de la valeur. Donc, quand on va faire les grosseries, on va au magasin pour acheter, ce que tu achetais pour 100 dollars, maintenant tu dois dépenser plus que ça. Donc, l'argent n'est pas toujours stable, la valeur change. Maintenant, comme nous confions à des compagnies de l'argent, ils disent, tiens, pour rattraper ces changements-là, ou pour vous faire accumuler de l'argent, on vous ajoute les intérêts. Et les gouvernements ou les compagnies vont fixer les taux, combien on va vous ajouter. Et ici aussi, pour chaque chose que vous faites avec l'argent, trois façons que l'argent s'accumule aux États-Unis. Très bien comprendre ça. Les taux d'intérêt peuvent être fixes. On vous dit, voilà, vous mettez à côté 20 000 dollars, on va vous ajouter 3% après autant dans une année fiscale ou dans 2 ans ou dans 3 ans. Donc, sur une année, à la fin de l'année, on dit, tiens, mais vous nous aviez confié 100 dollars, on vous a ajouté 3%. Ça, c'est important pour les gens qui ont peur. Les gens qui disent, non, je ne veux prendre aucun risque, je veux savoir ce que je gagne. J'ai donné mon 10 dollars, j'aimerais que, bon, après une année, on m'ait ajouté 3%. Ça, ce sont des intérêts fixes. Et puis, il y a les intérêts qu'on appelle variables. Donc,
Ah, ici, ce sont les intérêts, les taux d'intérêt changent en fonction de, bon, comment l'économie est. Si l'économie est par terre, on a une crise, les gens ne gagnent pas bien, il y a beaucoup de problèmes politiques qui affectent l'économie, tout ça. Bon, plusieurs circonstances. Ça change. Alors, on vous dit, voilà, les compagnies vont vous dire, écoute, on va t'ajouter de l'argent selon que l'économie sera bonne ou pas bonne. Si c'est très bon, vous gagnez 10%. Si c'est pas très bon, vous perdez. Donc, ceux qui ont le 401k, au moins dans les semaines qui sont passées, ils ont remarqué, non, mais on perd de l'argent. Oui, vous perdez de l'argent maintenant. Ça veut dire que l'économie n'est pas bien. Mais à un moment donné, quand l'économie est bien, vous regagnez de l'argent. Donc, les taux d'intérêt qu'on ajoute sur votre argent dépendent de cette performance-là. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a des gens qui disent, oh non, 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 ça c'est pas bon pour moi, je n'ai pas le cœur pour ça. Non, je ne peux pas. Et il y a des gens qui aiment. Ils disent, voilà, parce que quand tout va bien, je peux gagner plus. Donc, les taux peuvent monter, je peux gagner plus. Quand ça ne va pas, je vais perdre, évidemment, je comprends ça. Et puis, il y a aussi les taux qu'on appelle indexés, où quand tout va bien, les compagnies qui gardent l'argent pour nous, les banques, hein, toutes ces institutions financières, vous disent, voilà, si vous me confiez 100 dollars, quand c'est la bonne saison, je vous donne 15%. Quand c'est la mauvaise saison, que tout va mal, les gens perdent de l'argent ailleurs, je vous donne 0%. Vous ne perdez rien, mais votre argent est là. Vous ne perdez pas votre capital. Vous ne perdez pas ce que vous avez mis, votre mise. Vous ne perdez pas ça. Donc, c'est les trois façons que l'argent s'accumule. Donc, si vous comprenez ces règles simples, ça vous permet de bien commencer à gérer l'argent dans un premier temps. Donc, ne vivez pas, comment dire ça, parce qu'on n'a pas de budget, on commence à accumuler des jobs en fonction des besoins. Ah, mais on se rend compte d'un coup, ah non, nos besoins ont changé. Alors, il faut chercher notre job. Ah non, évidemment, si vous louez, du moment que vous achetez une maison, vos dépenses vont changer. Si vous vous mariez, vos dépenses vont changer. Si vous avez un enfant qui vient au monde, vos dépenses vont changer. Donc, les circonstances de la vie vont changer aussi vos dépenses. Mais parfois, on oublie que comme on va à plusieurs étapes dans la vie, on doit aussi adapter la façon qu'on gagne l'argent. Si vous ne faites que les jobs, bon, quand vous aurez 60 ans, vous n'allez pas faire la même chose, n'est-ce pas? Donc, voir comment est-ce que c'est possible de continuer à diversifier les revenus, mais en maîtrisant aussi les dépenses. Maîtriser, c'est pas dire ne pas dépenser. Non, vous dépensez évidemment, mais savoir à quoi vous dépensez et combien vous dépensez. Voilà les règles simples avec l'argent. Maintenant, dans ces règles, comme je vous ai dit, la façon de faire, c'est que vous avez les trois sources de revenus. L'argent qui entre par votre travail, vous avez un petit business et vous avez des investissements. Le travail, ça vous connaissez. Les business, certains connaissent. C'est ce que vous faites avec votre main. Mais ce n'est pas que je tresse les cheveux à la maison, bon, les gens me payent cash. Ça, c'est toujours bien, vous avez cash, ça échappe les taxes. Mais c'est aussi important d'enregistrer votre business, d'avoir un petit certificat pour ce business-là. Ça aide pourquoi? Ça aide pour couper les taxes. Parce que quand on a un business comme Amazon, comme toutes les grandes compagnies au monde, vous savez comment réduire les taxes en diminuant les revenus des business. Parce que vous avez les dépenses dans les business. Il y a quelques jours, quelqu'un que je connais me dit, voilà, mais j'ai des difficultés, je travaille par-ci, par-là, on me paye de l'argent, mais je paye beaucoup de taxes. Je dis, mais chef, vous n'avez pas de business? Non. Non. Oh, mais ça coûte cher faire un business. Il faut trouver des avocats. Non. Dans les Minnesota, ça coûte 155 dollars. 155 dollars. Et puis, vous ne renouvelez pas chaque année. Dans d'autres États, vous payez autant, vous renouvelez chaque année et tout ça. Mais ce n'est pas toujours beaucoup d'argent. Et chaque famille doit avoir un business. C'est pas que chaque année, vous avez plein d'activités. Non. C'est surtout pour vous aider à couper les taxes, pour vous aider à capitaliser ce que vous faites avec votre main, vous faites entre vous. Beaucoup de dames africaines ont toujours quelque chose qu'ils font. Elles vendent de la nourriture par-ci, par-là, mais tout ça peut être capitalisé en un business. Ça ne vous coûte rien. En Afrique, avoir un business, c'est une exposition. Quand vous avez un business dans un pays comme le Congo, les gens de gouvernement vont venir chaque jour vous embêter, vous harceler. Alors parfois, on fuit. On dit, ah, il faut même pas faire un business, tout ça. Mais au contraire, aux États-Unis, c'est ce qu'il faut faire.
C'est plutôt diminuer le travail, augmenter le business, hein, pour pouvoir couper les taxes facilement. Et maintenant, l'argent que vous gagnez, même du travail quand vous gagnez, commencez déjà par investir petit à petit. Et une façon d'investir sur laquelle je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le 401k. Donc, si vous regardez sur votre paycheck, pour ceux qui ont déjà, vous dites, voilà, il y a l'argent qui sort, qui va sur le 401k. Ça, c'est une forme d'investissement qui est très élémentaire. Quand vous avez un boulot, demandez toujours si votre compagnie fait le 401k. Beaucoup de compagnies le font. C'est souhaitable. Ils ne sont pas obligés. Je pense que maintenant la loi les oblige parce que nous n'avons pas un système de pension pour tout le monde. L'Amérique n'a pas un système de pension pour tout le monde. Les gens qui travaillent pour le gouvernement fédéral, les gens, ouais, ils ont une pension et nous avons la sécurité sociale, c'est vrai, mais nous n'avons pas un système comme en Europe ou dans d'autres pays où la pension est garantie. Alors, les compagnies, qu'est-ce qu'ils font? Elles vous aident à mettre un peu d'argent à côté. Et ce système marche bien parce qu'on vous coupe l'argent à la source. Mais souvent, vous devez dire à votre compagnie que je veux le 401k. Je dis ça parce que j'ai déjà rencontré un monsieur qui travaille dans une compagnie 4 ans. Il n'avait pas de 401k, alors que la compagnie offrait. On ne critique pas les gens qui travaillent dans ces bureaux-là. La mentalité américaine est qu'ils pensent que toi, tu sais. Quand on t'engage, ils savent que tu sais. Ils te donnent tout un tas de papiers que tu signes. Et puis, bon, tu n'as pas signé 401k. Il ne va pas venir te dire, mais tiens, écoute, tu ne fais pas ça, 401k. Il ne pense pas son travail et te rappeler ça. Donc, c'est toujours important d'aller trouver votre HR, demander, est-ce que votre compagnie fait 401k? Ça veut dire quoi? Est-ce que la compagnie va contribuer vers votre pension, retraite? Et la compagnie va dire, écoutez, je vais vous donner, je vais matcher, je vais vous ajouter de l'argent jusqu'à 3%, jusqu'à 4% de ce que vous-même vous choisissez de faire. Vous avez le choix de choisir combien d'argent de votre salaire va aller dans ces comptes de 401k. Ça, c'est votre choix. Alors, pour ceux qui sont conscients de ça, qui savent ce que le 401k peut donner, ils mettent 3%, 4%. J'ai déjà trouvé quelqu'un qui met 8%. Donc, les gens mettent selon leur entendement combien ils veulent épargner. Maintenant, si la compagnie avait dit, écoute, je vais t'ajouter jusqu'à 4%. Si toi-même tu dis, voilà, j'ai fait 3%, bon, la compagnie va faire aussi 3%. Si tu fais 4, ils vont aussi faire 4. Mais si tu fais 6, il dit non, nous on avait dit on va faire jusqu'à 4%. Donc, ne choisissez pas un chiffre qui est en dessous de ce que la compagnie vous donne. Si la compagnie fait 6%, faites aussi 6% parce que vous profitez de l'argent que la compagnie vous ajoute. Donc ça, c'est un principe simple. Il y a des compagnies qui disent, bon, écoute, on peut t'aider à ouvrir un compte 401k, mais nous, on n'y met pas de l'argent. Ça aussi, il faut savoir. Vous dites, OK, je vais contribuer moi-même. L'avantage, c'est qu'on te coupe à la source. Donc, vérifiez votre billet de salaire pour voir si effectivement vous avez un 401k. Quel est votre pourcentage de contribution et quel est le pourcentage de contribution de votre compagnie? Un conseil pratique, si la compagnie met 5%, ou vous dit, voilà, j'ai pas jusqu'à 5%, mettez aussi jusqu'à 5%. Pourquoi vous mettez 3%? Vous manquez 2% de l'argent gratuit qui viendrait de la compagnie. Vérifiez ça avec votre HR. L'habitude que je vois, c'est que les HR, c'est pas leur habitude de vous conseiller sur l'argent. Eux, ils font leur paperwork, c'est tout. Ils font le travail, et puis des bureaux, c'est tout. Donc, vérifiez ça avec HR. Mais si la compagnie n'a pas de 401k du tout, sachez que 401k, ce n'est pas un truc que cette compagnie l'a fait. Le boulot fait. Non, le boulot confie votre dossier à une compagnie d'assurance, à une compagnie d'investissement. Donc, pour la plupart, parfois, on a notre 401k avec Fidelity. Donc, ce n'est pas si je travaille chez Amazon, c'est pas Amazon qui gère mon argent, c'est Fidelity qui gère mon argent. J'insiste sur ça, pourquoi? J'ai eu des familles, quelqu'un a quitté le boulot, il dit, ah non, j'ai quitté le boulot là-bas, j'ai laissé mon 401k dans cette compagnie. Non, non, le 401k n'est pas resté dans cette compagnie-là. Le 401k est attaché à toi. Donc, effectivement, tu peux aller je vais vous partager une petite application qui vous aide à retrouver des vieux 401k. Donc, vous avez laissé par-ci, par-là. Parfois, on vous a enrôlé sans que vous le sachiez. On a coupé l'argent sans que vous le sachiez. C'est peut-être, on a déjà eu à récupérer $8 000 laissés quelque part pour longtemps.
Donc, c'est comme ça que ces compagnies s'enrichissent. Donc, c'est comme ça que le système marche. Donc, vous avez le 401k, vous choisissez combien vous voulez mettre dedans, combien de pourcentage de votre salaire, mais vous pouvez aussi choisir comment cet argent est investi. Souvent, vers la fin de l'année, on vous envoie des papiers avec des dessins, un gros cercle. On vous dit, voilà, autant de pourcentage de votre 401k est ici. Si vous ne connaissez pas, demandez à quelqu'un qui connaît. Il y a des compagnies qui vont spécifiquement vous dire, voilà, votre 401k est investi dans un mutual fund. C'est pas que vous devez connaître qu'est-ce qu'un mutual fund, comment il marche, mais au moins vous savez où est mon argent. Quelle compagnie gère mon plan 401k? Il a investi dans quoi? Demandez à quelqu'un qui connaît, qui peut diversifier ça, réorganiser ça. Dit, ah tiens, tout votre argent, le 100% est dans un mutual fund. Par rapport au tableau que je vous ai montré des intérêts qui montent et qui descendent selon l'économie ou intérêts qui sont indexés, vous pouvez choisir. Parfois, ils vous disent, voilà, 40% dans des bonds, autant. Et ça, ne laissez pas passer les compagnies qui ont votre 401k ont l'obligation chaque année de vous envoyer ce rapport-là. Quand ça vient, ne mettez pas à côté. Si vous ne savez pas, demandez à quelqu'un qui sait. Comme ça, il vous explique où est votre argent, qui garde votre argent, comment l'investissement est réparti. C'est ça, être activement engagé dans la gestion de votre argent. Alors, une fois que vous avez le 401k setup, on vous coupe l'argent avant les taxes. Sachez que cet argent va s'accumuler. Vous ne payez pas les taxes. Mais les jours que vous retirez l'argent du 401k, on va vous couper les taxes. Normalement, vous ne touchez pas l'argent du 401k jusqu'à ce que vous avez 59 ans et demi. Donc, le 401k, c'est pas comme un investissement ordinaire où on prend l'argent comme on veut. Non. À 59 ans et demi, vous pouvez commencer à retirer l'argent. Pourquoi? Parce que c'est un système qui est organisé pour la retraite. Et on suppose déjà 59 ans et demi, quelqu'un pense à la retraite, il peut avoir accès à l'argent, n'est-ce pas? Donc, mais avant ça, il n'y a que deux situations où c'est possible de retirer l'argent sans problème. Si vous avez vraiment des factures médicales qui sont vraiment lourdes, il faut de l'argent, ou vous achetez la maison pour la première fois. Mais parfois aussi, la loi peut changer. Pendant Covid, on nous avait permis de retirer l'argent du 401k. Moi, j'ai retiré mon 401k pour ouvrir, pour faire une assurance vie, par exemple. Donc, connaissez ces conditions-là. Ce n'est pas un truc où, quand il y a urgence, il y a urgence en Afrique, je retire sur 401k. Parce qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a 10% d'amende. 10% d'amende parce que vous avez retiré avant 59 ans et demi. Et mais parce que aussi, l'argent que vous retirez n'a jamais été taxé avant. Quand ça entre dans votre compte, Oncle Sam va dire, OK, on ne vous avait pas taxé. Maintenant que vous le retirez, on va vous taxer. Ça sont les règles qu'il faut connaître. Donc, c'est pour plus tard, pour la retraite. Et quand vous arrivez à 59 ans et demi, vous ne retirez pas, vous laissez ça là-bas. Ils vont aussi attendre un tout petit peu. Vous avez 72 ans, ils disent, eh non, monsieur, il faut déjà commencer à utiliser ça. Parce que Oncle Sam veut avoir sa part. Si vous ne touchez pas à votre 401k, vous êtes encore fort, 72 ans, ils vont couper les taxes automatiquement. Donc, c'est ça qu'on appelle le minimum distribution. À un moment donné, vous êtes obligé de retirer un peu. Ça, c'est les règles du 401k, qui est le premier investissement pour vous, qui ne demande pas beaucoup de connaissances, qui est très pratique. Vous faites ça avec votre travail, vous mettez l'argent à côté pour la retraite. Un autre système aussi qui marche comme le 401k, c'est le Individual Retirement Account, le IRA. Souvent offert par les banques. Par les banques, il y a aussi des compagnies d'assurance qui l'offrent. Demandez aussi à votre travail. Parfois, il y a des compagnies qui l'offrent. Ce n'est pas très commun, mais c'est possible. Ça, c'est aussi la même chose. C'est comme un compte bloqué où vous mettez l'argent à un taux d'intérêt qui est fixé, mais cet argent, c'est pour votre retraite. Les règles sont un peu les mêmes. Et quand vous mettez avant 59 ans et demi, vous ne touchez pas cet argent-là. Mais du moment que vous les touchez, avant 59 ans et demi, il y a une amende. Et quand vous commencez à y toucher, vous payez les taxes sur les revenus, les income tax, basées sur le tax bracket que vous avez. Donc, ce que les gens font pour diversifier leurs investissements, c'est quoi? À un moment donné, ils prennent un peu de l'argent du 401k, ils ouvrent un IRA. N'est-ce pas? Donc, et ça, c'est très facile à faire.
Parce que ce sont les oiseaux de même plumage. IRA, 401k, ce sont des comptes, des plans qui sont faits pour la retraite. Donc, on peut prendre l'argent dans l'un et envoyer dans l'autre sans problème. Parce que IRA sait ce que vous faites. Maintenant, et les 401k et les IRA, il y a deux sortes. Il y a la sorte traditionnelle, donc qui fonctionne comme je vous ai raconté là, et l'autre qu'on appelle le Roth 401k ou bien le Roth IRA, qui fonctionne sans payer les taxes. Donc, pourquoi? Parce que vous y mettez l'argent après taxe. Dès que vous avez payé vos taxes, tout ça, alors vous mettez l'argent dans un Roth IRA qui est tax-free. Souvenez-vous que les taxes, c'est la plus grosse de nos dépenses. Et pensez, quand on est plus âgé dans la retraite, on ne gagne plus beaucoup. Donc, si vous voulez que pendant la retraite, vous avez un véhicule, vous avez quelque chose qui vous permet d'avoir de l'argent sans payer les taxes, c'est le moment d'ouvrir un IRA. Et ça vous permet de diversifier vos investissements aussi. Pendant ce temps, comme les 401k étaient en train de chuter un tout petit peu, les gens ont paniqué, dit, voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est le moment de diversifier. Donc, prendre un peu l'argent du 401k, ne pas le fermer complètement, ouvrir un IRA, mettre l'argent sur Roth IRA, par exemple. Donc, ce sont les deux instruments d'investissement au niveau primaire. Il y a beaucoup d'autres. Alors, ce que je veux que vous compreniez, comme ça, je laisse le temps qu'on pose les questions aussi, tonton Eddie est là, s'il a quelque chose à ajouter. C'est que ne négligez pas les 401k et ne retirez pas tout ce qu'il y a dedans. Quand vous n'avez pas d'autres investissements, vous n'avez pas, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire avec l'argent, évidemment. Même si vous ne travaillez pas et que votre compagnie n'offre pas les 401k, les compagnies là, chez qui votre employeur met l'argent, elles sont toujours prêtes à l'offrir à vous. Par là, quelqu'un qui connaît le métier, tous les financial professionals, ils savent. Donc, si vous appelez Fidelity, par exemple, vous-même, je ne travaille pour aucune compagnie, je travaille pour moi-même. J'appelle Fidelity, hey, écoute, j'aimerais ouvrir un 401k. Il va vous dire que c'est possible. Mais vous voyez, la mentalité est que si vous passez par le boulot, c'est plus facile. Pourquoi? Ça vous amène la discipline. Chaque mois, on coupe déjà l'autre, on s'habitue, c'est parti. Et si c'est vous-même qui le faites, il y a un mois, vous dites, ah non, l'Afrique là, oh, les enfants doivent aller à l'école, vous sautez d'abord un mois. Donc, c'est ça. Donc, les compagnies d'investissement, les compagnies d'assurance, ce sont elles qui gèrent votre argent. Mais votre boulot vous permet de pouvoir ouvrir ça au nom des autres travailleurs. C'est plus facile, c'est plus discipliné. Donc, gérer votre 401k, c'est connaître quelle est la compagnie qui gère mon 401k. C'est pas votre boulot, c'est pas Amazon, c'est pas n'importe où vous travaillez. Ça, vous devez avoir. Et vous devez, il doit vous donner les nombres. C'est comme un numéro de compte. Quel est le compte de votre 401k? Comme ça, vous savez les gérer. À la fin de l'année, quand on vous envoie les rapports là avec des tableaux, comment ça a évolué, franchement, montrez au moins à une personne qui connaît. Dit, voilà, qu'est-ce que ça veut dire ces chiffres? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai gagné? Comme ça, vous savez plus ou moins comment les trucs évoluent. Une chose aussi importante, c'est que désignez aussi un bénéficiaire pour votre 401k, pour votre IRA. La vie est ce qu'elle est. Les choses arrivent. Si vous disparaissez, l'argent va aussi disparaître. Donc, c'est toujours bien de dire, en cas quelque chose m'arrive, à qui est-ce que cet argent doit aller? Faut pas enrichir les compagnies d'assurance, elles ont déjà beaucoup d'argent. Voilà une première étape dans l'investissement de l'argent. C'est mettre à côté de l'argent dans des comptes, dans des systèmes qui sont designed à vous aider automatiquement. Donc, le 401k, c'est un de ces systèmes. Ceux qui travaillent dans les systèmes de la santé aux États-Unis, ils ont le 403b. Moi, j'ai un 403b parce que je suis un enseignant. Les enseignants ont 403b. Ces chiffres-là, ce sont les codes de IRS. Donc, si vous ouvrez le code fiscal, vous allez au code number 401k. Et là, vous avez toute la législation, toutes les lois sur les 401k. Voilà. Je vais arrêter là pour qu'on ait un peu de l'échange. Je ne sais pas si tonton Eddy a quelque chose à ajouter sur le 401k. Je le prends un peu à pied levé. Yeah. Il fait ça chaque Bon, jour. Oui. bonjour, bonjour tout le monde. Yeah.
je n'allume pas ma caméra aujourd'hui parce que je suis justement à comment dit-on, un autre revenu stream. Et tonton Gabi, vous avez parlé de revenu stream et c'est très important. L'autre chose que je fais, en plus de mon travail principal et autre chose, je fais aussi de la photographie. Euh, et ma femme fait de decoration. Enfin, elle est passée sur ce forum-là une fois. Et moi, je fais la photographie. Et ce matin, nous avons un wedding que je fais. Elle fait la décoration pour ça. Donc, c'est à cause de ça. Et nous sommes actuellement en train de travailler tout de suite là. C'est pour ça qu'on n'est pas dans l'appel aujourd'hui. Mais, comme d'habitude, je ne peux pas rater parce que c'est un bon forum de partage et d'échange. Et le forum Wonky est un sujet extrêmement intéressant. Et pour vous dire comment c'est intéressant, je vais vous juste vous donner un exemple. Euh, j'ai découvert récemment, il n'y a même pas un mois, que euh, dans mon boulot, et je parie que c'est la même chose dans beaucoup de boulots, j'ai la possibilité de faire un 401k loan. OK, mais je savais pour 401k loan. Ce qui était intéressant dedans est que si je fais le 401k loan, je vais repayer avec 8% d'intérêt, mais cet intérêt m'est repayé à moi-même. Et c'est prélevé directement de mon paycheck. En d'autres termes, c'est un 0% d'intérêt. Vous savez ce que j'ai fait avec ça quand j'ai appris? Je suis allé faire un prêt dedans. J'ai fait down payment et j'ai acheté une maison. J'ai signé le contrat de la maison le lundi passé. Comme investissement. Et l'objectif que j'ai dans ça est que cette maison, je vais en faire première résidence pour 1 an et après je vais en faire un renton. OK? Pourquoi est-ce que je donne cet exemple? Le 401k est un outil très puissant et si nous savons l'utiliser très bien, ça peut vraiment nous aider à accélérer nos assets, n'est-ce pas? Cette maison que j'ai achetée il y a moins d'une semaine, si ce n'était pas le 401k, j'avais pas acheté ça. Et j'ai acheté ça, le down payment que j'ai acheté, le down payment que j'ai utilisé, c'est un prêt que je vais rembourser à moi-même avec intérêt. Maintenant, j'ai pris cette décision justement parce qu'il y avait un programme spécifique à mon boulot actuellement où si je voulais acheter une maison maintenant, la compagnie va payer 100% des closing fees. Et en plus de ça, va me donner jusqu'à 1,5 points en loan. Tout ça, la combiné en bénéfice net que la compagnie me donne fait près de 25 000. Pourquoi je vais laisser 25 000 passer? Je ne vais pas laisser 25 000 passer. Donc, j'ai saisi l'opportunité, mais puisque je n'avais pas de cash immédiatement disponible pour pouvoir utiliser cette opportunité que la compagnie a donnée, je suis allé faire un lot de fort un peu. En d'autres termes, je viens d'acheter une maison et je n'ai rien dépensé. N'est-ce pas? Parce que j'ai un 401k. Alors, tonton Gabi a tout dit, le 401k c'est très important et on aura le temps de parler de ça plus en détail. Mais tous les boulots ont de 401k, tous les boulots aux États-Unis. Maintenant, la façon dont c'est mis en pratique varie de compagnie en compagnie, de société en société. Certaines compagnies vont faire employee match. Ou, comme tonton Gabi l'a dit, si vous déposez 5%, ils vont donner 5%. Ça fait pratiquement 5% gratuit, n'est-ce pas? Et généralement, ils ont un câble, ils vont dire, OK, si vous faites 5% jusqu'à un montant maximum de 10%, la compagnie va donner 10% par exemple. La règle générale, c'est il faut max out ce que la compagnie est en train de vous donner. Ouais, si la compagnie dit 10% match, vous faites 10%. Parce que ça, c'est free money que vous obtenez. Vous ne payez même pas de taxes sur ça maintenant, qui va grandir pour free pour vous quand c'est proprement investi. Donc, si vous n'avez pas de 401k, et surtout si vous n'êtes pas en train d'utiliser le company match, you are losing a lot of money. Ça fait un. Deuxième chose sur laquelle je vais revenir rapidement, tout en Gabi l'a dit aussi, faut pas aller prendre votre 401k pour aller en vacances. 401k, c'est pour l'investissement. Et je le dis parce que beaucoup d'entre nous connaissent qu'il y a 401k loan, mais ils vont prendre ça juste pour s'amuser. Je dis enfin, of course, pas pour s'amuser, mais nous prenons ça pour ne pas investir. Et on ne se rend pas compte que nous sommes en train de perdre. On est en train de perdre non seulement sur l'opportunité, enfin, grosse opportunité que le 401k va avoir pour nous, n'est-ce pas? Mais on est aussi en train de perdre sur taxe qu'on paie. Parce que lorsqu'on prend l'argent sur 401k early, on paie non seulement pénalité, mais on paie early withdrawal tax as well. Et c'est beaucoup.
on ne se rend peut-être pas compte. Si j'ai peut-être $1000 dans mon 401k, je vais peut-être payer $200, $300. On se dit, OK, ce n'est pas beaucoup. Guess what? $300 sur $1000, ça fait pratiquement le tiers, près de 30% en pénalité et taxes qu'on est en train de payer. C'est beaucoup. Maintenant, on se rend beaucoup plus de l'impact lorsqu'on regarde des balances beaucoup plus grandes. Lorsque, par exemple, on a des 401k de 100 000, 200 000, 300 000. En ce moment-là, on se rend compte que le montant à payer est élevé. Donc, c'est pour dire quoi? Le 401k, c'est pour un investissement, c'est dedans. OK? On peut aller pour 401k pour investir sur les thèmes donnés par la compagnie qui manage ça. Parce que lorsqu'on investit, on prélève pour investir sur les thèmes donnés. Par exemple, dans le programme que j'ai fait, dont je parle, c'est pour prendre une résidence. Si je prends le 401k pour prendre une résidence, je ne fais pas de pénalité et je vais payer, j'ai 5 ans pour rembourser. Et ça, je prélever directement de mon truc là. Directement tax-free. N'est-ce pas? Euh, donc, ça fait deux. Troisième chose, 401k, ce n'est pas de l'argent qu'on met seulement là. Beaucoup d'entre nous pensons que c'est de l'argent qu'on nous vole ou c'est de l'argent qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Non, c'est une stratégie que les gens utilisent pour s'enrichir. Et une 401k proprement structurée peut vous rendre millionnaire si vous y mettez la bonne structure. OK? Donc, c'est juste top level enfin, l'information que j'aimerais partager. Mais pour les semaines et mois à venir, on va parler beaucoup plus en détail de 401k. Et non seulement on va pas seulement faire la théorie, on va aller vraiment en pratique sur comment faire. Si on n'a pas de 401k aujourd'hui, comment commencer? Parce que c'est l'autre chose que j'ai découvert en parlant avec beaucoup de personnes. Ouais. Nous ne savons pas toujours comment même commencer avec le 401k. Même quand on est part-time, il y a des solutions, il y a des 401k, des contenus que la compagnie aussi donne. On a juste besoin d'aller à HR pour demander. Parce que si on ne va pas à HR pour demander, guess what? HR ne va jamais dire. Yeah. Et j'ai un exemple très, c'est moi, ma propre épouse. La compagnie dans laquelle elle travaille, elle est nurse, n'est-ce pas? Là où elle travaille, elle a fait pratiquement 2 ans là. Et au début, on ne lui avait pas dit qu'elle n'avait pas de 401k. Et on se dit, mais pourquoi? Et tout ça là. Elle a demandé. Elle a appelé encore la compagnie et à peu près en début d'année. Elle dit, mais qu'elle veut 401k? On lui dit non, qu'elle n'est pas éligible 401k parce qu'elle est part-time nurse. On dit, OK, quel est le retirement plan que vous avez? Vous voyez la nuance? Et effectivement, ils ont un retirement plan. Je crois qu'ils appellent ça 401b, quelque chose de ce genre, qui fonctionne un peu comme 401k, mais pour les part-time employés chez eux. Parce qu'elle demandait 401k, qu'elle n'est pas éligible pour 401k, puisqu'elle est part-time, on lui a jamais dit, elle a dit qu'elle n'a pas de 401k. Et pendant tout ce temps, elle n'a pas eu son 401k. Mais puisqu'elle a demandé la question, OK, quel est le retirement plan que vous avez pour moi? Maintenant, on lui parle de 401b. Et guess what? C'est beaucoup d'argent qu'elle n'a pas collecté pendant tout ce temps. Et on parle de thousands of dollars et qu'on a perdu comme ça. Donc, l'autre chose, c'est pour dire quoi? Comme tonton Gabi l'a dit, il faut toujours demander à HR parce que l'information est là, mais il faut aller. Eux, ils pensent qu'on sait, mais nous ne sait pas toujours, on doit demander. Voilà pour la petite contribution que j'aimerais faire. Okay. Et désolé vraiment pour ce matin. Yeah. Non, c'est Yeah. c'est déjà bien. Merci, tonton Eddy. Yeah, comme je vous ai dit, il y a d'autres systèmes, d'autres plans, donc saving plans, comme on les appelle, qui fonctionnent comme les 401k. Et là, la nuance est pratique. Allez à HR demander qu'est-ce que vous avez. Les gens qui sont dans la santé, ça ne s'appelle pas 401k, ça va probablement s'appeler 403b. Les enseignants, ils ont les 403b. Ça fonctionne exactement comme les 401k. J'ai déjà vu aussi, par exemple, dans l'État de Maine, ils ont d'autres plans, 500 ceci. Les noms là, ce sont des trucs, le code de IRS. Donc, posez la question à HR, quel est les plans que vous avez pour le retirement? Et quel est le pourcentage que la compagnie donne au cas où il donne? Ça, c'est de l'argent gratuit. Mettez aussi autant. Si vous avez la possibilité de mettre à côté 8% et que votre compagnie met 5, mettez 5, ne mettez pas 8. Prenez les 3% là, faites un IRA, faites une autre stratégie, comme ça vous diversifiez vos investissements par rapport à ce que vous pouvez mettre à côté. Ça, c'est pour les 401k. Donc, tous les programmes d'investissement ont toujours des stratégies où bien les compagnies font
ils donnent l'argent ou ils disent, voilà, vous avez un bonus de autant. Si vous n'avez pas d'argent dans ces compagnies-là, vous ne profitez pas de ça. Quelqu'un a posé la question au cas où vous désignez un bénéficiaire qui est en Afrique, par exemple, pour votre argent. Et ça, c'est important, non pas seulement pour les 401k, IRA, mais même pour l'assurance vie. Vous avez une grosse assurance vie et le bénéficiaire est en Afrique. Provided qu'il va montrer les papiers que je suis bénéficiaire sur cet argent et tout ça, l'ambassade va lui donner le visa pour venir chercher l'argent. Ça, c'est des cas qui sont déjà arrivés, surtout pour l'assurance vie. Quelqu'un doit venir toucher l'argent qui était dans l'assurance et tout ça. Bon, tu vas avec ça à l'ambassade, voilà, je dois faire ceci, cela aux États-Unis. Ils vont vous donner les visas. Mais nous avons eu les cas, la dame devait venir pour être bénéficiaire de l'argent ici. Alors on lui dit, mais profite comme tu vas aller. Il a ajouté beaucoup de gens sur le dossier, comme ça il pouvait entrer en Amérique. On lui a jamais donné le visa. Donc, il y a toujours une possibilité avec ça. Désignez toujours un bénéficiaire. Checkez avec HR, qu'est-ce que vous avez? Est-ce qu'on vous donne oui ou non? Même si maintenant, la compagnie dit non, il n'y a rien pour toi, ou bien tu travailles à ton propre compte comme Amazon Driver ou tout ça, tu peux ouvrir un 401k comme individu. Le IRA, c'est Individual Retirement Account. Demande à ta banque, demande à un financial professional qui peut appeler une compagnie d'investissement pour toi, qui peut appeler Fidelity, voilà, nous voulons faire. Pourquoi tu as besoin de quelqu'un pour t'aider? Parce que tu dois comprendre. Si tu comprends quelle taxe tu as choisi et quelle taxe tu as choisi, quel régime de taxes tu as choisi et tout ça, t'as mieux. Si tu ne comprends pas, laisse-toi aider. Une question encore très importante, et j'aime cette question, quelqu'un qui dit, voilà, moi j'ai la pension. Alors, j'ai eu cette discussion le mercredi avec, avec quelqu'un dans ma famille. Ah non, mais vous n'avez pas de pension. Par exemple, les gens qui ont la pension du gouvernement fédéral ou bien de state, des gens qui travaillent pour le state, des gens qui travaillent pour les... Il y a très très peu de compagnies encore qui ont une pension. La pension, c'est automatiquement une annuité. C'est pas, si vous enlevez les mots là, c'est les mots, on appelle ça pension. Mais qu'est-ce que la pension fait? Ce n'est pas les boulots qui gèrent cet argent. La pension, c'est quoi? Votre boulot rassemble, on a 100 travailleurs, on a 200 travailleurs ou quoi? On confie le cas à une compagnie d'assurance qui set-up une annuité pour vous. Donc, vous y mettez l'argent et l'annuité est set-up de façon que quand les individus qui sont membres de cette annuité-là, dès qu'ils ont 59 ans, dès qu'ils ont 65 ans, qui peuvent le demander, on va commencer à leur donner un stream of income. L'annuité, ça, c'est un autre sujet, évidemment. Mais comment ça marche? Vous avez mis l'argent à côté. Vous dites, voilà, dans 10 ans, je vais commencer à retirer. Ou bien c'est une annuité à vie. Je mets de l'argent. Maintenant, quand je suis prêt, je dis à la compagnie, voilà, je suis prêt. Ou bien je vous confie 400, 300 000 dollars. Et maintenant, je suis prêt à être payé. La compagnie, voilà, il fait les calculs, évidemment. Il dit, voilà, je vais vous donner 2000 dollars jusqu'à la fin de votre vie. C'est comme ça qu'une annuité marche. Et quand vous regardez comment une annuité marche et comment la pension marche, c'est la même chose. Donc, une pension comme telle, c'est techniquement une annuité. Maintenant, les taxes sur les annuités est très tricky. Là, vous devez toujours travailler avec quelqu'un qui comprend. Si l'argent que vous mettez sur votre pension vient de l'argent qui a déjà été taxé avant, on va vous taxer seulement sur les intérêts que vous gagnez. Le principe est simple, on ne taxe pas la même somme d'argent deux fois. Par exemple, j'ai de l'argent dans mon IRA et puis je l'enlève là-bas, je le mets dans une annuité. Parce que ce sont les oiseaux de même plumage. Ce sont des plans qui sont faits pour la retraite. Où j'enlève l'argent de mon 401k, je le transfère sur mon annuité. Ce qui est toujours très, très possible, surtout en cas où vous perdez l'argent dans les 401k, mettez-le sur un fixe annuity. Quand vous le mettez sur l'annuité, parce que cet argent vous a été accordé avant taxe, quand viendra le moment de retirer l'argent sur votre annuité, sur votre pension, vous allez payer des taxes. Oncle Sam ne laisse pas l'opportunité. Vous allez payer des taxes. Ça, il faut toujours bien comprendre. Mais si l'argent vient, par exemple, des Roth IRA, qui a été organisé avec l'argent après les taxes, vous ne payez les taxes que sur les intérêts que vous gagnez.
Donc, les annuités, c'est techniquement une pension qui vous sert surtout pour les personnes qui commencent la retraite. J'ai un aîné qui a dit, ah non, mais j'ai mes 300 000, j'ai mes 400 000, je mets ça à côté, je commence à manger petit, petit. Bon, oui, ça c'est manger petit, petit. Vous connaissez comment la vie nous frappe parfois. Alors que si vous confiez ça à une compagnie, ils ferment, ils vous disent, voilà, on va commencer à vous donner chaque mois 100 000, 1000 dollars, 1000 dollars. Vous êtes assuré que jusqu'à la fin de vos jours, vous aurez au moins 1000 dollars en revenus. Vous ajoutez ce que Social Security vous donne. Vous avez de quoi survivre à votre retraite. Mais si vous, God forbid, vous décédez avant et qu'il y a encore de l'argent qui reste, vous devez toujours désigner un bénéficiaire. Et ici, pour les bénéficiaires, j'ai toujours insisté, désigner un bénéficiaire et un bénéficiaire adjoint, comme on peut l'appeler, contingent beneficiary. Pourquoi? Si quelque chose vous arrive et que le bénéficiaire aussi, il est décédé, on ne le voit plus, quelque chose lui est arrivé, vous enrichissez la compagnie d'assurance. Désigner quelqu'un qui est en deuxième lieu. Donc moi, je mettrais, voilà, je mets mon épouse comme bénéficiaire, je mets mon enfant comme contingent bénéficiaire. Ça veut dire, en cas que mon conjoint n'est pas disponible, voilà la personne qui va prendre l'argent. Et ça, c'est une décision que vous devez prendre chaque année. Chaque année, les compagnies sont obligées de vous envoyer ces papiers-là. Vous regardez, est-ce que mes bénéficiaires sont encore dans ma vie, oui ou non? La vie change, les choses changent. Avant, vous avez mis un neveu qui était là-bas, non, parce que j'étais seul. Mais entre-temps, vous êtes marié. Peut-être que vous pensez mettre votre conjoint sur ça. Entre-temps, vous avez eu un enfant. Entre-temps, votre enfant a 18 ans. Donc, c'est toujours des décisions à prendre. Il faut activement gérer votre âge. Est-ce qu'il y a une autre question que je peux prendre? Voilà. Donc, comme action qu'on vous supplie, c'est au moins au courant de la semaine, double check avec votre HR. Si vous travaillez pour l'État, peut-être que vous avez une pension. Regardez sur votre pension qui sont les bénéficiaires de votre pension. S'il faut changer, on peut les changer autant de fois. Regardez si vous avez un 401k. Sinon pas, quelle est la stratégie de retraite que votre compagnie a. Mettez ce qu'ils mettent aussi. S'ils vous donnent 2% ou 3%, mettez aussi 2%, 3%. Moi, je conseille toujours de ne pas mettre plus. Si vous voulez, vous avez la capacité d'épargner plus, cherchez plutôt à diversifier. Le 401k étant une stratégie où on paye les taxes plus tard, tax deferred, pourquoi ne pas mettre 5% chez 401k, prendre les 3% de plus, faire quelque chose qui est tax free. Comprenez toujours l'histoire des tax free en fonction de votre retraite aussi. Ça veut dire quand vous allez gagner plus d'argent et vous avez moins de income, vous avez besoin d'avoir un endroit où vous mettez tout cet argent sans payer les taxes. Parce que les plus vous avez, les plus de taxes que vous payez. Donc déjà, à un certain âge, il faut set up plusieurs stratégies, tax deferred, tax free, de façon que à chaque étape de la vie, vous savez changer les choses selon selon votre situation. Voilà. S'il n'y a pas une autre question, j'ai juste quelques 2 ou 3 annonces à faire. Une question, Papa Gabé. Oui, allez-y. Oui, est-ce qu'il y a-t-il une autre idée pour les investissements, par exemple, qui ne sont pas reliés au gouvernement, comme des taxes free saving account? Et puis, aux États-Unis, vous parlez des euh, F4A, ici chez nous, c'est RSP. Est-ce qu'il y a une idée, par exemple, d'investir dans d'autres comptes ou d'autres affaires qui ne sont pas reliées à ça? Oui, beaucoup même. Beaucoup même. Au moins dans le système financier américain, ce qu'on appelle investissement. Ici, il y a toujours un truc qu'il faut clarifier. Quand tu parles entre nous, les frères et les sœurs d'Afrique, on dit, ah non, mais je suis en train d'investir au pays. Bon, ça veut dire qu'il construit une maison. Voilà. Ou je suis en train de... Mais aux États-Unis, vous avez les plans. Vous avez des compagnies, c'est surtout les compagnies d'assurance. En Amérique, ce sont les compagnies d'assurance qui ont plein d'argent. Même les gouvernements empruntent de l'argent chez les compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance ne sont jamais en faillite. Toujours plein d'argent. Maintenant, ces compagnies vont design les plans, comme les 401k. Ça veut dire, une loi a été votée au Congrès pour dire que voilà, si quelqu'un confie à cette compagnie 100 dollars,
Cette compagnie va investir ça à sa façon, mais au bout de autant de mois, 3 mois, au bout d'une année, il va vous donner un taux d'intérêt sur ce que vous lui avez confié. Maintenant, la compagnie doit désigner le régime de taxes. Est-ce que vous payez les taxes un peu plus tard ou bien vous ne payez jamais les taxes? Et aussi, automatiquement, ils doivent désigner comment l'argent va s'accumuler. Ou bien l'argent s'accumule comme l'économie monte et descend. Un jour, vous vous réveillez, vous avez 1000 et vous avez gagné 500. Les jours suivants, vous êtes même en dessous de ce que vous avez investi. Donc, ça suit la performance de l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire? Les compagnies d'assurance vont créer plusieurs outils. Nous, on appelle ça les outils d'investissement ou bien les véhicules d'investissement. Maintenant, comme individu, vous regardez votre tolérance de risque. Si je suis quelqu'un qui peut prendre beaucoup de risques, si je me réveille le matin, on me dit, oh, écoute, tu as gagné 10 000 $ sur ce que tu avais mis. Je suis OK. Le lendemain, on me dit, oh, tu sais quoi, tu as même perdu. Et ce que tu avais gagné hier, et ce que tu avais mis. Je suis OK, je ne fais pas une crise cardiaque. Il y a des trucs comme les mutual funds. Beaucoup de 401k sont investis dans un mutual fund. Les mutual funds, c'est quoi? On prend plusieurs personnes qui confient l'argent à une compagnie d'assurance et la compagnie d'assurance dit voilà, chaque fois que l'économie monte, je vous ajoute autant d'intérêts. C'est pourquoi on dit mutual. Il y a plusieurs participants que vous ne devez pas nécessairement connaître. Donc, c'est sur la performance de l'économie, on vous dit voilà, ça monte, ça descend. Ou bien on crée des index. Et là, vous avez des produits comme l'assurance vie. Vous avez l'assurance vie indexée. Vous avez des annuités indexées. Vous avez les Roth IRA. Vous avez les bons de trésor aussi. Donc, ce sont les compagnies qui disent, en Amérique, au moins, on a plusieurs outils où on peut investir l'argent. Plusieurs, vraiment. Si quelqu'un est très actif, il peut commencer à mettre un peu par-ci, par-là. Là, l'avantage, c'est quoi? Tu as les choix entre comment tu veux que ton argent s'accumule. Tu peux dire, OK, moi, je n'aime pas de problèmes. Je veux un truc où mes taux d'intérêt sont fixes. Je sais que chaque année, je gagne mes 3%, je mange mon fou, je dors, je n'ai pas de problème. Ou tu te dis, écoute, je vais prendre quand même quelques risques. Si l'économie est trop bonne, ça veut dire qu'à 20%, je gagne 20%. Mais aussi, soit après, quand l'économie chute, il est à -5, à -10, tu acceptes de perdre. Mais aussi, tu peux aller quelque chose qui est entre les deux. Quand l'économie est à 20%, la compagnie te dit, voilà, je te donne 15. Parce que les jours que l'économie est à -10, je te garde à 0. Tu ne perds rien. Donc, c'est les risques là. Donc, en Amérique, on a ça. Quelqu'un peut juste jouer avec ces outils, commencer avec les 401k qui est le plus simple, commencer avec une assurance vie, commencer avec... c'est des outils très, très simples. Vous comprenez, si vous parlez à quelqu'un qui comprend le système, il va vous mettre sur un truc comme ça, vous mettez l'argent, non, petit à petit, chaque mois. Vous voyez l'avantage du 401k, c'est quoi? Vous avez créé une habitude. Il y en a qui ont un 401k qui ne savent même pas qu'ils ont ça. Donc ça, c'est le système d'investissement en Amérique. Au Canada, je ne connais pas très bien. En Amérique, nous n'avons pas la pension comme telle. Ils ont supprimé la pension petit à petit depuis les années 60. Maintenant, il y a le gouvernement fédéral, les États aussi donnent, les communes ont encore la pension. Quelques institutions de santé, des hôpitaux, très très peu. Mais la pension, ce n'est pas commun. Alors, tu dois prendre soin d'accumuler l'argent pour ta pension toi-même. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est ça. Maintenant, c'est ce qu'on va faire cette semaine. C'est aussi vous montrer quels sont ces outils qui existent. Voilà. L'outil qui coupe les taxes en tout et pour tout, c'est l'assurance vie. Et vous avez toujours dans le code fiscal, je pense que c'est 7702, qui dit, voilà, l'argent qui vient d'une assurance vie, on ne paye pas de taxes là-dessus. Alors, qu'est-ce que les compagnies d'assurance font? Ils disent, tiens, donc on ne paye pas de taxes. Écoute, quand quelqu'un meurt, si tu meurs, on donne à ton bénéficiaire 100 000 $. Et puis on dit, voilà, et si tu sais que tu payes chaque mois pour ton assurance vie, tu as ajouté 100 $ de plus, 200 $ de plus, que nous allons considérer comme investissement. Légalement, c'est une assurance vie, mais techniquement, tu as 200 $ investis dedans qui peut s'accumuler comme tu veux, qui peut s'accumuler comme avec un taux fixe, qui peut s'accumuler avec un taux qui est varié, donc qui monte et qui descend, ou bien qui peut s'accumuler avec un taux qui est indexé.
Voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Donc, ça, ce sont des outils qui, pour ceux qui vivent ici, peuvent vraiment profiter avec l'aide de quelqu'un qui connaît ce qu'il fait, pour le faire. J'aimerais partager un document. Si, c'est un document que nous avions préparé dans notre réseau ici pour... ah, tiens, il y a encore un message. OK. Pour vous donner un peu l'idée comment les finances marchent. Ça ne contient pas tout, mais on y a mis l'information de base. Voilà. Oh non, ça ne me permet pas de partager le document. Mais faisons ceci. Une fois qu'on a fini la réunion, je vais envoyer ce document sur la liste sur laquelle vous recevez souvent l'invitation. Donc, c'est des sujets très simples sur les revenus. C'est pas que vous devez lire ça en un temps, mais au moins, ça peut vous aider pour faire la référence. Regardez euh, comment est-ce que les finances marchent aux États-Unis. Voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Je vais aussi, au courant de la semaine, partager quelques ressources. Je n'ai pas fini de les mettre ensemble. Quelqu'un avait demandé comment on devient parent, comment apprendre à devenir parent. Donc, j'ai quelques ressources qui sont là, que je vais aussi partager par le même channel, envoyer un message. Je ne vais pas vous spam, je vais faire ça une fois, peut-être le mercredi. Parce qu'on ne devient pas parent parce qu'on a un enfant. Donc, ça s'apprend aussi pour ceux qui veulent apprendre. Il y a quelques idées dedans. Donc, un document sur les finances, un document sur comment devenir parent. Et on va continuer l'apprentissage sur l'argent la semaine prochaine, tout le mois de juin, sur les finances, mais aussi les business. Un business qui est en train de monter, qui fait beaucoup de boom. Non seulement la décoration, les fêtes. Pour ceux qui sont à Minnesota, ils savent que chaque samedi, il y a au moins 2, 3 fêtes quelque part. Comme il y a l'hiver ici, c'est en été qu'il y a les mariages, les graduations. Donc, notre partenaire Priscilla reviendra le 28 juin parce que là, au moins chaque week-end, elle a au moins 2, 3 mariages. Enfin, mariages ou 2, 3 fêtes à décorer et tout ça. Elle va encore revenir pour partager les ressources pour ceux qui veulent encore se lancer dans la décoration, les fêtes, la nourriture, euh, comme business. Sur la nourriture, ça ne négligez pas pour ceux qui aiment préparer. C'est question de partager des recettes qui peuvent être pas vendu, mais attribué à une compagnie qui va faire les produits pour vous et vous allez avoir la charge de seulement commercialiser ça. Mais il faut vous rassurer que vous avez les ressources, le supply chain. Donc, si vous confiez, voilà, pour faire mon produit ici, il faut telle plante et telle autre plante, mais les plantes ne sont pas disponibles en Amérique, ça sera très difficile. Donc, trouver quelque chose qui est accessible en nourriture. Nous avons quelqu'un dans le réseau qui sait trouver au moins vous advise sur les certifications, comment avoir le FDA certification, comme ça vous pouvez lancer votre produit sur le marché. C'est très, très intéressant, surtout, bon, pas seulement les femmes, mais les hommes aussi qui aiment la nourriture, qui savent préparer. Ne négligez pas cette opportunité de business. Bon, aussi pour ceux qui font financial services, vous avez des questions sur 401k, tout ça. C'est bien si vous comprenez, faites-le vous-même, mais sinon aussi, c'est bien de contacter quelqu'un qui sait, qui peut vous indiquer qu'est-ce qu'il faut faire. Ne laissez pas vos finances être gérées par Oncle Sam et par le capitalisme américain. Voilà les quelques idées qu'on avait à partager aujourd'hui. La semaine prochaine, on va revenir sur les sujets importants de crédit et de dette et tout ça. Et jusqu'à la fin du mois de juin, ce sera les finances et les business. On va revenir sur le food, sur la décoration, pour vous donner des idées pratiques, comment commencer le business. Enregistrez votre business avec le département d'État. Créer un LLC, ça va vous permettre de couper les taxes. Si vous ne savez pas comment le faire, contactez-moi un jeudi ou un vendredi, je vais vous guider. Chaque État est différent, comment le faire. Amazon est un LLC. Donc, c'est pas un truc petit. Ça ne demande pas une législation, un lawyer. Non. Allez sur le site de votre State Department. C'est straightforward. Vous pouvez voir ça avec des instructions comment le faire. Voilà. Moi, j'ai terminé par là. Je vais vous souhaiter donc un très, très bon week-end. Comme toujours, on est content que vous sensibilisez les autres personnes, ceux qui peuvent profiter de l'information qui est partagée ici.
Je suis toujours content pour ceux qui m'appellent pour donner des idées, pour donner des suggestions. Donc, les jeudis, les vendredis étant des jours qui sont bien pour une conversation. Je mets encore mon numéro ici en bas. Just in case vous n'avez pas. Donc, je vous souhaite un très, très bon week-end. Ceux qui ont des fêtes de graduation à Minnesota, profitez-en. Et ceux qui ont d'autres fêtes, le wedding et tout ça, profitez-en avec la famille. On se voit la semaine prochaine pour un autre sujet et pour une autre session.